dire qu'on est dans la pure tradition du conte, en fait. Complètement. Et dans sa déformation tout à fait normale, etc. Avant de vous poser, Nicolas, une question, je m'aperçois que j'ai manqué à tous mes devoirs. Le fait d'avoir couru, d'être venu, que je n'ai pas présenté les personnes qui étaient à cette table, et donc je vais tout de suite le faire. Vous avez tout à fait compris, donc nous avions Anne Fakouri, que je viens de présenter, Eunice Martin, qui est très très intimidée parce qu'elle remplace au pied levé Jacques Baudou, qui a eu un petit problème et qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais j'ai eu vent tout à fait par hasard de votre thèse de doctorat sur la fantaisie, et comme j'ai vu le plan, j'ai vu qu'à l'intérieur il y avait un chapitre conte et fantaisie, et donc immédiatement je lui ai demandé de venir, et je ne sais pas ce que je vais dire. Vous avez tout à fait trouvé des choses à dire. Je n'ai aucun... Mais c'est grâce à toi, Caroline, en fait. C'est toi qui m'as envoyé le mail. Vous ne l'avez pas vu là-bas. Voilà, je vais te dénoncer. C'est grâce à Caroline Simon, qui dirige la petite bibliothèque ronde, que j'ai eu ce mail. Nicolas Lédélec, qui appartient donc à l'équipe de La Grande Oreille, et qui a dirigé ce numéro sur la fantaisie conte d'outre-monde, et qui va d'ailleurs nous en parler tout à l'heure, et qui est le savant en la matière. Nathalie Do, qui est à la fois auteur, éditeur, et plein d'autres belles choses dont elle vous parlera. Donc, avant de passer à Nathalie, Nicolas, sur ce que vient de dire Anne, est-ce qu'en travaillant sur... Puisque là, on est vraiment dans la tradition du conte. Le conte, ça n'a jamais été quelque chose de figé. C'est quelque chose qui évolue et qui doit continuer à vivre en évoluant, en changeant. Voilà. Donc, est-ce que dans les auteurs de fantasy sur lesquels vous avez travaillé dans ce rapport conte et fantaisie et littérature, est-ce que vous avez retrouvé d'une part des histoires similaires, c'est-à-dire des gens qui étaient vraiment dans la, entre guillemets, sincérité du conte et qui ne pouvaient pas faire autrement, ce qui est le cas d'Anne et de Nathalie, je le sais, ou alors est-ce qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus légères? Comment s'est construit ce numéro? Alors, les textes qui sont présents dans le numéro sont souvent issus de textes plus longs, de romans. Et c'est vrai que du coup, à cause de la longueur du roman, on ne trouve pas d'entrée dans un conte comme on la trouve dans le conte réécrit. Là, comme on a voulu faire découvrir avec ce numéro ce qu'est la fantaisie, notre but initial, j'espère qu'il pourra intéresser d'autres personnes, mais notre but initial, c'était de faire découvrir la fantaisie à des conteurs, à des personnes qui connaissent déjà très bien le conte, et de leur montrer, de leur donner des pistes de compréhension pour leur montrer une utilisation qu'ils n'ont pas toujours, et qui est un peu et une perception qu'ils n'ont pas non plus, parce qu'ils sont un peu influencés parfois par une certaine image négative de la fantaisie aujourd'hui, de leur montrer ce qui existe et ce que font d'autres personnes que les conteurs avec le conte, avec le matériau conte. Donc on n'a pas directement là des textes courts type conte qui sont directement issus de contes de la tradition orale, par exemple. Néanmoins, on a des textes inédits dans ce numéro, et on trouve un texte d'un auteur qui s'appelle Franck Ferric, qui est là, qui est un excellent auteur, qui nous a fait d'ailleurs un très beau texte dans le numéro précédent, où il se sert de la légende arthurienne. Donc on trouve pas nécessarement les contes, on trouve aussi une influence très importante des mythes et des légendes, et de toute façon c'est notre triptyque complique légende dans cette revue. Donc une présence des mythes très importante. Pourquoi? Sans doute pour la longueur du roman, et puis l'aspect sacré, peut-être qu'on en parlera, voilà, qui habite ces histoires et qui leur donne quelque chose de supplémentaire, enfin supplémentaire oui, si je peux dire comme ça, par rapport au conte. Le conte, c'est une forme courte, il y a un côté archétypal, il y a des situations très particulières. Donc, au-delà du conte, dans ces livres de fantaisie qu'on a retrouvés, qu'on a repris, dont on a publié des extraits qui nous ont intéressés,
On a d'autres choses, la dimension, comme je le disais, la dimension sacrée, la longueur, la création d'un monde. Ce qui vient du conte, ce sont plutôt des éléments, par exemple des êtres, tout simplement, tout le bestiaire qu'on trouve dans les contes, fées, lutins, magiciens, et la présence de la magie très importante. Ah oui, alors ça me fait penser encore à autre chose. On s'est intéressé au travail d'une éditrice américaine qui s'appelle Terry Winding, et qui, elle, a fait un travail fabuleux sur des adaptations de contes qu'elle a demandé à des auteurs qui, a priori, ne voulaient pas écrire sur les contes. Et on a un extrait, on a un conte qui est issu de ce travail-là, mais qu'on est allé voir chez les anglo-saxons, puisque je crois dans les années 90, elle était à l'initiative de ce projet de réécriture de contes. Et on a un aspect historique dans ce numéro, donc on est allé vers elle, puisqu'elle était à l'initiation de ce mouvement. Alors on retrouve effectivement des personnages, des éléments, mais est-ce qu'on retrouve aussi des schémas narratifs? Je pense par exemple au conte d'initiation, voilà, où on va avoir des obstacles, en fait, qui est un conte très très particulier. Je pense que dans la fantasy, on a aussi ce type de récit. Alors ça, c'est une constante. On a dans la fantasy un héros auquel le lecteur est invité à s'identifier et qui franchit tous les obstacles, effectivement, comme dans le conte. Là, c'est très clair. L'analogie est très 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 limpide. D'accord. Eh bien, nous allons maintenant passer le micro à Nathalie Do. Alors, Nathalie, vous commencez par des nouvelles en 1999 et vous deviendrez vous-même anthologiste. Et vous deviendrez également anthologiste. Je vais faire des copier-coller malheureux, là, tu vois. En 2003, avec l'Esprit des Bardes, où vous invitez une vingtaine d'auteurs à décliner les mythes celtes. Hors corpus arthurien, justement. Hors corpus arthurien. Tu peux en parler. En 2006, votre nouvelle Le violon de la fée, publiée dans la revue Féris, est récompensée par le prix Merlin. 2 ans plus tard, votre recueil Les Contes myalgiques, qui sera après donc en 2 tomes, Les Terres qui rêvent, chez Grippe d'encre, est primé aux Imaginales. Et on a derrière un volume 2 qui est un petit peu peut-être plus sombre, avec des contes un peu plus noirs, et qui d'ailleurs porte le titre Les atouts du diable. Et puis bien entendu, ensuite, nous aurons Les débris du chaudron, qui là pour le coup sont aussi très liés à tout cet univers du conte. Vous dirigez également la maison d'édition Argémios, que vous avez créée, et pour laquelle vous dites que folklore, mythologie et poésie sont mises à l'honneur. Il faudra nous en dire 2 mots. C'est d'ailleurs dans cette maison d'édition que vous publiez. Ça me fait drôle de vous voyez, mais j'ai du mal. Non, je fais sérieux. Vous y publiez d'ailleurs en 2008 Les débris du chaudron, où vous mêlez adroitement mythologie, croyances populaires, magie, petit peuple, légende arthurienne, plutôt bien mise en scène pour le coup. Cette même année, chez Ouzou, Légende créature fantastique, illustrée par Cristal, qui est sur le salon Campruny, que je n'ai pas vu encore. Donc je viendrai le voir. Vous dites dans votre biographie que les littératures de l'imaginaire donc, vous permettent de concilier votre passion pour le folklore et la mythologie. Nathalie, d'où vous vient cette passion? Je crois que je suis née avec. Ça fait partie de moi. Je ne me rappelle pas un instant de ma vie où j'ai pas été dedans, où j'ai pas eu conscience de l'existence de tout ce qu'il y a autour de nous et qu'on ne voit pas forcément avec les yeux. J'ai vécu des choses dont je ne vais pas vous donner les détails parce que s'il y a un psy dans la salle, je vais pas. Non, mais on les voilà. Dès l'entrée, on les refuse parce que... Okay. Non, enfin, j'y crois. Donc quand j'en parle, c'est en toute sincérité et avec beaucoup d'amour. Et puis en fait, je sais pas comment dire,
il n'y a pas que les contes occidentaux qui m'intéressent. J'ai toujours adoré lire tout ce qui est un conte. Et donc, j'ai dévoré les contes et légendes chez Nathan, tous les ouvrages chez Grund, enfin, les contes du monde. Donc, au départ, j'ai eu des versions qui étaient pour les enfants, qui étaient souvent édulcorées, qui étaient souvent christianisées aussi. Et très vite, j'ai voulu aller voir plus loin. Et puis je me suis intéressée à la mythologie comparée, donc j'ai lu des essais, qui sont souvent d'ailleurs maintenant les sources d'inspiration dans mon écriture. Et puis il y a des auteurs de contes, parce que quand on dit contes, on va penser à Grimm, à Perrault, éventuellement à Andersen. Mais moi il y en a un que j'adore, et qui est très peu cité, c'est Hoffmann. Et ça c'est des contes qui ne sont pas pour les enfants, qui sont durs, qui sont sombres et qui je suis tombée amoureuse quand j'étais adolescente. Donc très vite, je suis sortie en fait de la vision Disney des contes que je connais, surtout à mon époque. Je suis pas toute jeune. C'était pas comme aujourd'hui où on avait accès facilement aux dessins animés de Disney. C'était un dessin animé qui sortait une fois par an, période de Noël, et puis si on le ratait, voilà, on n'avait pas d'autres dessins animés dans l'année. Je me rappelle que quand j'avais 4 ans, il y en a 2 qui m'ont marqué, c'est le livre de la jungle. Donc je pense que après, évidemment, je suis allée lire les textes de Kipling. Je me suis intéressée, je voulais en savoir plus, donc j'ai lu les mythes et les contes qui se passent en Inde, enfin tout ce qui vient de là-bas. Et l'autre, c'était La Belle au bois dormant, qui m'a complètement traumatisée. J'ai fait toute mon enfance des cauchemars autour du personnage de Maléfique. Sous sa forme humaine, sous sa forme de dragon, il ne faisait plus peur. Donc je pense que ces peurs, ces cauchemars, j'ai eu besoin de les apprivoiser, l'étude plus approfondie des contes pour essayer de comprendre réellement ce qui me touchait, ce qui m'interpellait. Qu'est-ce que ça représentait pour moi en fait, ces images. Et puis finalement, ça a été au fil des années une approche peut-être plus érudite. Et enfin, au cours de mes études, j'ai eu des cours d'expression écrite dans lesquels l'enseignant nous a fait travailler sur la matrice des contes de fées à partir des travaux de prof, etc. Donc j'ai eu des clés de décrypter, j'ai eu psychanalyse des contes de fées de Bettelheim, j'ai eu tout ce qui m'est tombé sur la main. Mais ce qui m'a vraiment le plus aidé à comprendre, c'était les livres de mythologie comparée.